Et c'est le moment d'en parler. Bon, vous voyez bien, le paysage de l'enseignement supérieur français bouge considérablement depuis quelques années, et la mode, mais je dis ça sans ironie, la mode est au regroupement. On a connu une phase, ma génération de responsables d'enseignement supérieur est une génération qui a, je dirais, qui a projeté l'enseignement supérieur sur le territoire. Les IUT, les antennes universitaires, telle ou telle petite école d'ingénieurs, par-ci par-là, dans des sous-préfectures. Bon, on est une génération qui a couvert le territoire de structures d'enseignement supérieur. Il fallait le faire. Bon, j'ai toujours, dans ma tête, j'ai un graphique, hein, je mets en abscisse l'ancienneté d'une structure d'enseignement supérieur, je mets en ordonnée le taux de boursiers, et c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire que plus une structure est jeune, plus le taux de boursier est élevé. Donc ce qui prouve bien que chaque fois qu'on crée une structure d'enseignement supérieur sur un point du territoire, on accueille une population qui n'était pas accueillie précédemment. Bon. Mais aujourd'hui, on est dans une autre phase. Oui, dans une phase de rapprochement, une phase de reconcentration. Je suis même certain que ce qu'on appelle le classement de Shanghai n'est pas tout à fait étranger à cela. Pour la petite histoire, quand même, je résiste jamais à raconter l'anecdote. J'étais donc en Chine, vous l'avez compris, cet été, je vous en dirai un mot dans quelques instants, et j'ai demandé aux deux universités dans lesquelles j'étais, celle de Wuhan et celle de Canton, ce qu'ils pensaient du classement de Shanghai. J'entends encore leur rire dans l'oreille, ça les fait vraiment marrer. Ils ont l'impression d'avoir bien le bazar dans le reste du monde, donc eux, pour l'instant, ils se fichent moyennement. Mais bon, ça, c'est... Enfin, en tout cas, ils donnent l'impression de s'en ficher. Et il raconte, je crois que c'est vrai, que c'est parti un peu d'un gag. Hein. Ouais, c'est parti d'un gag. Tiens, on va essayer de voir ce que ça donne. Et tout le monde a tossé là-dessus. Et ça a des conséquences obligables, parce que la politique en France, mais pas qu'en France, je dirais de pôle de recherche d'enseignement supérieur, de presse, est quand même directement une conséquence de Shanghai. Et je dis sous forme ironique, ceci étant, je suis convaincu qu'effectivement, il fallait faire cette phase d'expansion. Je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait logique d'avoir une politique de collaboration plus ou moins étroite. Et c'est dans ce cadre-là, vous le savez probablement, que s'opère un rapprochement qui est, je veux dire, qu'on aurait pu imaginer plus ancien, entre l'École nationale supérieure des arts et métiers et le Conservatoire national des arts et métiers. Ça fait 2 siècles, donc ils ont été créés pratiquement, 10 ans plus tard, je crois, par La Rochefoucauld. Souvent, on nous confond. Quel est celui qui ne s'est pas heurté un jour? Alors, je parlais tout à l'heure de l'ECNAM et l'ACNAM. Ça, quand même, on sait quand même, mais le nombre de gens, moi, il m'arrive de croiser des gens, y compris, je dirais, de haut niveau, qui pensent que je dirige l'école des arts et métiers, et qui n'ont pas encore bien compris qu'il y avait l'ENSAM et le CNAM, qui font une joyeuse confusion. C'est la blague que j'utilise, dit nous, c'est nous qui avons la station de métro à Paris. C'est comme ça qu'on distingue. Je devrais dire la vérité, c'est nous qui avons le musée. C'est parce qu'on a le musée qu'on a la station de métro. Si on n'avait pas le musée, je pense qu'on n'aurait pas la station de métro. Le musée, d'ailleurs, du passage, je suis de plus en plus convaincu qu'on ne l'utilise pas suffisamment en termes de promotion et de valorisation de l'image de la maison. Je suis convaincu, là aussi on a des marges de progrès considérables. En Chine, ils m'en ont parlé du musée. Eux, ils le connaissent. C'est impressionnant. Alors que nous, bon, même s'il est connu, tout le monde dit c'est très beau, mais bon, je reste convaincu que nous ne l'utilisons pas suffisamment. Donc, nous sommes dans une politique de rapprochement. Il faut dans une politique de rapprochement au sein de la même presse, qui s'appelle pour l'instant ESAM, Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers, puisqu'il assemble, alors c'est un presse particulier, hein, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité en province et qui voient les presses provinciaux se mettre en place. Là, il y a l'Université de Paris 1, donc première université de France, deux formations technologiques, donc le CNAM avec sa diversité, en gros des sciences de l'ingénieur aux sciences de gestion, en passant par les sciences sociales, l'ENSAM donc, mais également l'école des hautes études en sciences sociales, l'école pratique des hautes études, l'école française d'Extrême-Orient, l'école nationale d'administration, je ne sais plus, l'Institut du patrimoine, l'école supérieure de commerce de Paris, voilà. Donc, et un presse qui
qui associe des établissements qui sont tous extrêmement prestigieux, qui a un rayonnement international incontestable, et qui, alors, grâce ou à cause du CNAB, ou par le CNAB, est incontestablement le leader européen, sûrement, mais peut-être un des leaders mondiaux, en matière de formation d'adultes, quand on regarde les indicateurs. Au sein de ce presse, actuellement, des groupes de travail se sont mis enfin, un groupe de travail s'est mis en place pour voir ce qu'on peut faire entre eux, de plus que ce que fait le presse classique, entre l'ENSAM et le CNAB. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui parce que tout ça est vraiment en gestation, mais ce dont je peux porter témoignage devant vous, c'est qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant. On prend conscience également, non seulement qu'au-delà du mot arts et métiers, bon, qui dit arts et métiers dit valeurs d'ailleurs. Et on peut penser que les valeurs sont assez proches, pour ne pas dire identiques. Il faut remarquer que nos amis de l'ENSAM, c'est également une école à réseau. Alors, c'est pas le même réseau que nous, mais c'est quand même un réseau. 7 écoles en Metz, Lille, Angers, Bordeaux, Aix, Cluny et Châlons. Je ne vais pas dire oublier, je crois. Bon, voilà. Plus Paris, bien sûr. Nous, partout. Donc, Lille, je le dis, j'ai essayé de partir dans le sens trigonométrique. J'aurais dû partir de Châlons. Voilà. On a certainement, ça commence d'ailleurs. Je regarde notre ami Hugues, ça commence normalement par être dans les locaux. C'est déjà le cas donc à Aix, c'est le cas à Lille, mais ça peut aller au-delà. Au-delà, nous discutons régulièrement avec l'ami Jean-Paul Autier, et je pense que, bon, je ne suis pas un fanat du modèle associatif. Je dis parce que je le pense. Quand je suis arrivé, on m'a dit il faut passer au tout associatif, c'est-à-dire hors association loi 1901, en dehors de Paris, point de salut. J'ai cru ça, et puis je crois plus. Je crois plus du tout. Je pense que la formule associative a beaucoup de vertus, et que lorsqu'on ne peut pas faire autrement, il faut la garder. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres possibilités, et je pense notamment, je dirais, simplement à l'adossement à d'autres établissements publics, de type ENSA. Tout ça, alors, bien sûr, comme on est sur une compétence qui est une compétence régionale, toute cette réflexion, je suis obligé de la conduire en partenariat avec les élus régionaux. Mais d'ailleurs, mercredi, au CNAM, à Paris, je rassemble tous les responsables de toutes les régions de France qui ont en charge l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, pour discuter justement de leur vision qu'ils ont de cet opérateur particulier qu'est le conservatoire. Donc vous voyez que les choses bougent. J'ai fait allusion à l'étranger à 2 reprises, au travers, alors, dans un passé proche, là, j'ai pu, comment dirais-je, j'ai pu, dans ma tête, formaliser plusieurs approches, on va dire, en termes de développement hors des frontières françaises. Je pense, et c'est toute la discussion que j'ai menée avec un certain nombre d'industriels français, que le CNAM peut être au service des entreprises françaises à l'exportation. Et je prends l'exemple de la Chine. C'est typique. Et à Canton et à Wuhan, j'ai rencontré au mois de juillet les responsables de nos entreprises, PSA, étant le plus connu, qui m'ont dit la chose suivante et qui m'a beaucoup interpellé, et qui certainement, qu'on pourrait retrouver tout à l'heure, on a fait allusion à tous ces pays type Brésil, Russie, etc., qu'on pourrait retrouver ailleurs. En tout cas, dans le cas de la Chine, le discours tenu par tous les responsables français que j'ai eus était: les universités chinoises nous fournissent des étudiants de qualité. Il n'y a pas, c'est évident. Mais il leur manque quelque chose. Ce n'est pas des ingénieurs à la française. Et donc, est-ce que le CNAM ne peut pas servir, j'aime bien toujours l'adaptation d'impédance, quoi. Est-ce que le CNAM peut être l'adaptateur d'impédance entre des formations chinoises,
brésilienne, etc. Et une entreprise qui reste française. Et qui forme à la française, même si elle se coule dans la culture locale. Et ça, je crois que c'est une mission que le CNAM peut remplir, justement. Plus facilement que d'autres. Par notre réactivité, par notre savoir-faire, par le fait qu'on peut utiliser, je dirais, nos bases réparties dans le monde entier. Nous pouvons le faire. La plupart des autres écoles, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles font un partenariat, et c'est pas une critique, elles accueillent, on va chercher 30 Chinois en Chine, et puis on les forme à Paris, à Marseille, etc. Ou, à l'inverse, on va ouvrir, enfin à l'inverse, il y a l'école centrale, à ma connaissance,